Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils sont convoqués ce matin par la ministre chargée de l'autonomie. Les principaux dirigeants du groupe Orpea vont devoir s'expliquer une semaine après le déclenchement du scandale. S'expliquer, c'est-à-dire répondre aux accusations du livre Les Fossoyeurs. Le numéro 1 des EHPAD en France promet une enquête interne, mais le principal syndicat du secteur réclame déjà une refonte totale du système de contrôle. Bonjour Céline Géraud. Bonjour. Déjà, est-ce qu'il y a des contrôles, des inspections dans les maisons de retraite? On rappelle que privé et public, cela représente environ 7300 établissements. Alors oui, il y a des contrôles, diligentés le plus souvent par les agences régionales de santé et les conseils départementaux, mais ces inspections sont très rarement inopinées. Selon nos informations, les établissements sont la plupart du temps informés des visites 1 à 2 semaines avant. Il y a aussi des évaluations qualité réalisées tous les 5 ans, mais les cabinets d'audit sont choisis et rémunérés par les maisons de retraite elles-mêmes. Difficile avec une telle procédure de dénoncer clairement les dysfonctionnements. Alors il y a aussi la question de l'accueil des personnes âgées. Est-ce qu'il existe là aussi des normes ? En fait, il s'agit plutôt d'un socle minimal de prestations. Il est détaillé dans la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et les recommandations sont pour le moins basiques. Chaque résident a droit à une chambre, des soins, un espace commun de restauration et de détente, un service de blanchisserie, 3 repas par jour et une collation. Voilà tout. Insuffisant pour les associations et les syndicats qui réclament plus de moyens auprès des pouvoirs publics. Actuellement, il y a en moyenne 6 professionnels de santé pour 10 résidents en EHPAD. Il en faudrait au moins 8 pour assurer un bon niveau de soins. Céline Géraud, chef du service société d'Europe 1. Orpea qui tente de se sortir du scandale avec la nomination d'un nouveau PDG. Cela n'a pas convaincu les familles de résidents. Elles envisagent une action collective pour pouvoir se faire entendre. La force du nombre face à un géant, c'est ce que défend l'avocate chargée de collecter leurs plaintes. Maître Sarah Sadman veut aller vite. Vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas porté plainte jusque-là et qui auraient pu le faire. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils étaient seuls, parce qu'ils étaient endeuillés, parce qu'ils n'avaient pas les ressources émotionnelles. Et on ne peut pas les blâmer quand on traverse quelque chose d'aussi difficile. Ce qu'elles veulent en revanche, c'est être reconnues comme victimes pour la mémoire de leur père, de leur mère qui est décédée, ou que justice soit faite parce qu'il y a de réels manquements et ce sont des délits et parfois même des crimes quand il y a un homicide involontaire. Maître Sarah Sadman avec William Molinier. À la une de ce mardi également, le procès de Nordal-Lelandais. Première journée d'audience marquée par les excuses de l'accusé à la famille de Maëlys. Et toujours la même question sans réponse. Pourquoi est-il passé à l'acte? Une première semaine d'audience consacrée en partie à l'examen de personnalité de Nordal-Lelandais. L'audition de sa mère et de sa sœur hier n'ont pas vraiment permis de percer le mystère lelandais. Gladys Lafitte, envoyée spéciale d'Europe 1 à Grenoble. Il est difficile de trouver le point de rupture dans la vie de Nordal-Lelandais. Et ce ne sont pas les 2 femmes les plus proches de lui qui ont aidé la cour à mettre le doigt dessus. Un garçon sympathique, serviable, qui se cherche professionnellement. Quel diplôme a-t-il? Sa mère Christiane ne sait pas. La présidente s'en est étonnée. Qui est-il selon vous? A-t-elle doucement questionné. Mais rien d'intime n'est dit, simplement les paroles d'une mère qui aime son fils, qu'elle a toujours trouvé plus doué que les autres, en tout. Pourtant, Nordal-Lelandais a un parcours scolaire chaotique, enchaîne les périodes d'intérim et d'arrêt maladie. L'impression d'un délitement dans le temps, a tenté de décrypter un avocat de partie civile. J'ai peut-être lâché quelque chose, a admis Christiane, enveloppée dans son manteau rose. Je ne le vois pas comme un monstre. Il a pris pleinement conscience de ses actes, selon sa sœur, dont on a à peine entendu la voix. Lui pointe finalement un basculement, un échec amoureux, puis l'alcool et la drogue. J'étais comme un vagabond en 2017, a-t-il expliqué. Une vérité qui n'a pas convaincu les bancs des partis civils, dominés par le brouhaha. Gladys Lafitte, envoyée spéciale d'Europe 1 devant la cour d'assises de Grenoble en Isère. Il est 7h05 sur Europe 1, la campagne pour l'élection présidentielle. La nouvelle tempête au Rassemblement national. Une élue marseillaise du RN choisit de donner son parrainage à Éric Zemmour. Et c'est peu dire que l'initiative a déplu. Pour sa défense, Sophie Grèche affirme qu'Éric Zemmour doit faire partie de la campagne présidentielle. C'est une démarche démocratique, dit-elle, tout en réaffirmant sa volonté de rester au Rassemblement national. Impossible et impensable pour Marine Le Pen, la présidente du RN et candidate à la présidentielle, était l'invitée de Punchline sur Europe 1 hier soir. Elle donne son parrainage à Zemmour alors même qu'elle avait promis de me l'accorder, qu'elle a signé une promesse, un engagement de promesse de parrainage. Elle effectue donc là un parjure et elle le fait alors même qu'elle sait que nous n'avons pas les parrainages au moment où je vous parle et que c'est pour nous un très vif sujet de préoccupation. Je trouve que c'est encore une fois absolument indigne de sa part. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On a une morale où on n'en a pas. On a un honneur où on n'en a pas. C'est un peu comme l'amour des Français, ça s'apprend pas.
Elle sera exclue du Rassemblement national ? Ça me paraît être la moindre des choses. Bien entendu, elle sera également exclue du groupe. Ça me paraît la moindre des choses. Marine Le Pen dans l'émission Punchline sur Europe 1 hier soir, présentée par Laurence Ferrari. La crise ukrainienne maintenant, il flottait comme un parfum de guerre froide hier soir aux Nations Unies. Américains et Russes se sont affrontés ouvertement en pleine séance du Conseil de sécurité, chacun rejetant la montée des tensions sur l'autre. Une guerre des mots qui n'empêche pas la diplomatie de s'activer. Un nouvel entretien est prévu aujourd'hui entre le chef de la diplomatie américaine et son homologue russe. Au Mali, on peut pratiquement parler de point de non-retour dans les relations entre Paris et la junte au pouvoir. Le Quai d'Orsay indique sobrement ce matin qu'il prend acte du renvoi de son ambassadeur à Bamako. Ce 1er février est aussi marqué par une série d'augmentations dans la vie courante. Le taux du livret A passe de 0,5 à 1%. Le livret d'épargne populaire passe de 1 à 2,2% pour les foyers éligibles. Et au chapitre des hausses dont on se passerait bien, celle de l'électricité plus 4% ou encore celle des péages plus 2% en moyenne. Le football pour finir, l'élimination surprise du Paris Saint-Germain hier soir en 8e de finale de la Coupe de France. Et surprise, c'est le mot, même si en face Nice n'était pas venu pour faire de la figuration. Match nul 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Les Aiglons se qualifient au tir en but. Rencontre qui n'a pas soulevé l'enthousiasme des foules, mais pour les Parisiens qui étaient tenants du titre, cette élimination a de quoi inquiéter Cédric Chasseur. Et une statistique illustre le cataclysme que représente cette élimination sans gloire. C'est la première fois depuis 2014 que le PSG ne dispute pas la finale de la Coupe de France. Sans idée, sans rythme, cette équipe parisienne a comme souvent cette saison déçu. Un Messi transparent, des milieux aux abonnés absents, une défense peu rassurante. Il y a de quoi être inquiet. Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, tente de maintenir le cap. Nous avons été meilleurs que Nice. On méritait de passer. Malgré tout, on n'a pas fait le nécessaire pour remporter le match. Il est évidemment difficile de ressortir du positif, mais il faut rester optimiste. Il nous reste la Ligue 1 et la Ligue des Champions comme objectif. Mais pour que ces deux compétitions restent des objectifs, il faudra montrer un tout autre visage. Paris en est-il capable ? Les doutes sont de plus en plus nombreux. Et en quart de finale, Nice affrontera Marseille. Ce sera le seul choc et le seul duel entre clubs de Ligue 1. Le programme des autres quarts de finale, Bergerac-Versailles, Nantes contre Bastia et Monaco-Amiens. Puis un mot de championnat, Lyon accueille Marseille ce soir à 21h. Mais attention, là, il s'agit d'un match en retard de la 14e journée. Voilà, Bergerac-Versailles, ça veut dire qu'il y aura forcément un petit pousset. Un petit pousset en demi-finale. En quart. Ah oui, non, en demi, pardon. Oui, puisque c'était les 8e hier. Oh là là, heureusement que vous suivez. Merci beaucoup, Christophe.